va vous parler des 5 unités de compétences en compagnie du Dr Guèze ici présent. Dr Guèze, au niveau des 5 unités de compétences et des pathologies qui en découlent, il existe une véritable méconnaissance de la part de la médecine classique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Alors, il faut savoir que les médecins apprennent dans leurs études médicales ces notions de base qui font partie des notions de physiologie, de biologie, de biochimie, mais après, au niveau de la pratique, il n'en est rien. On passe à des traitements symptomatiques. L'apport de la technique d'hydrotomie percutanée est un apport au niveau structurel, fondamental, sur la véritable notion de terrain sur lequel j'insiste, qui est extrêmement importante pour comprendre ce qui préside aux causes des maladies et à leurs symptômes. Si on ne traite pas le terrain, on ne peut pas avancer sur le plan de la maladie. Donc vous avez beaucoup de gens qui prennent souvent malheureusement des médicaments pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais on traite des symptômes pour qu'ils vivent normalement au quotidien, mais on ne traite jamais des causes. C'est ce qu'on disait au début, tout à l'heure, c'est-à-dire que on donne aux gens des antalgiques, des anti-inflammatoires, des antispasmodiques, voire des infiltrations de cortisone, mais cette notion de terrain qu'on apprend dans les facultés et de toutes ces bases physiologiques, biochimiques, structurelles, neuroanatomiques ne sont plus et n'existent plus dans la pratique quotidienne au cabinet médical ou même voire à l'hôpital. Donc il est extrêmement important, l'hydrotomie va permettre par les lavages thérapeutiques cellulaires, par l'apport des minéraux, par ce qu'on appelle la micronutrition, la médecine orthomoléculaire injectable, loco-régionale, à l'issue d'un croisement de plusieurs connaissances en médecine, en mésothérapie, vont permettre justement d'introduire cette notion de base qui est le lavage thérapeutique cellulaire, le washout, la recharge hydroélectrolytique, oligominérale, nutritionnelle, micronutritionnelle, qui est vraiment la base au niveau structural, je le répète, est fondamental, et donc le symptôme doit rester notre guide thérapeutique. Lorsque le symptôme a vraiment disparu et l'on a traité la cause, à ce moment-là, on sait que le malade va aller mieux et qu'il va guérir. Tant que vous traitez un symptôme, vous ne traitez pas la cause qui est derrière, plus le temps va passer, si c'est par exemple un processus dégénératif, les choses vont forcément s'aggraver jusqu'à l'apoptose, la mort cellulaire. Donc il faut bien comprendre que lorsque vous avez des pathologies, il y a des désordres, d'abord hydriques, des désordres d'échange entre les cellules, des phénomènes d'auto-intoxication, des phénomènes microcirculatoires qui vont s'installer, des phénomènes immunologiques parfois qui font également se déséquilibrer, des phénomènes énergétiques qui vont également s'aggraver jusqu'à aboutir à vraiment la pathologie, la maladie, voire la mort. Donc, ce qui est important de savoir, ce qui est bon pour le micro est bon pour le macro. Lorsque, par exemple, une personne est mal, elle va se replier sur elle-même, elle va plus vouloir manger, elle va plus vouloir rencontrer ses amis, ses voisins, échanger au niveau psychosocial. Et bien pour une cellule, c'est pareil. Lorsqu'elle commence à mourir, elle va commencer à s'atrophier, à moins échanger, son bain cellulaire va s'aggraver, va s'intoxiquer, et elle va finir par la mort, et ça va s'étendre aux cellules qui sont tout autour, à l'ensemble des cellules. Ce qui est bon pour, je le répète, pour le micro est bon pour le macro. Donc il y a vraiment des choses sur lesquelles on ne prend pas conscience, c'est cette forme silencieuse de mort qui ne s'exprime pas sur le plan clinique, mais qui s'exprime au niveau biologique, cellulaire, au quotidien, qui s'aggrave jusqu'au jour apparaître sous forme d'une maladie
et avec des symptômes d'abord, puis une maladie. Donc, si vous voulez, les maladies, ça ne vient pas par hasard, comme on peut le croire en médecine conventionnelle, c'est l'aboutissement d'un long cheminement, et puis un jour, il y a une goutte qui fait déborder un vase, et on a des symptômes et une maladie. Oui, la maladie ne fait pas de saut, et en l'occurrence, l'hydrotomie percutanée à visée thérapeutique vient combler un peu ce fossé entre la théorie et la pratique en application de ces 5 unités de compétences et avec un traitement ciblé qui permet en fait soigner le terrain pour faire disparaître l'origine de la maladie. Voilà. Donc en quelque sorte, l'hydromésothérapie, parce que c'est comme ça qu'il faut peut-être l'appeler, hydromésothérapie, le médecin, le spécialiste doit être comme un chef d'orchestre qui administre son traitement sur le plan des grands mouvements cellulaires qui sont régis par l'eau, l'équilibre hydroélectrolytique, l'immunité, la circulation, l'énergie, et surveiller l'évolution de la maladie et de ses symptômes en sachant que lui, il règle un processus structurel et fondamental à la base. L'origine historique en fait des 5 unités de compétences, elle provient d'où? De quelle discipline? La Pau reconnaît 5 unités de compétences qui sont enseignées dans le cadre du diplôme interuniversitaire de mésothérapie. Ces 5 unités de compétences sont l'unité fondamentale, l'unité circulatoire, l'unité neurologique, l'unité immunologique et également, nous ajouterons, l'unité énergétique. Dr Guez, pourriez-vous nous parler de l'unité fondamentale, comment elle fonctionne? Rappelons brièvement que les cellules sont constituées à 70% d'eau et de sels minéraux. Sur le plan énergétique et fondamental, leur fonctionnement est assuré par ce qu'on appelle le cycle de Krebs, qui sont des échanges intercellulaires permanents à travers les membranes cellulaires dans ce qu'on appelle le liquide interstitiel, qui est le bain cellulaire. Ceci est régi par un équilibre strict qui s'appelle l'homéostasie. Ce sont des limites au niveau de l'équilibre physico-chimique des cellules. Lorsqu'il existe des troubles physiologiques et biochimiques, il va y avoir un dysfonctionnement cellulaire avec des altérations au niveau des fonctionnements cellulaires, ce qu'on appelle également des troubles circulatoires, de l'hypoxie, les cellules vont manquer d'oxygène, il va y avoir une auto-intoxication chronique des cellules, ce qui va évoluer vers ce qu'on appelle la fibrose, la sclérose et voire la nécrose qui est la mort cellulaire. Pourriez-vous me dire quelles sont les pathologies qui rentrent dans la compétence de l'unité fondamentale? Alors, ce sont toutes les terminologies qui se terminent par « ose », c'est-à-dire c'est du dégénératif, par exemple l'arthrose, la sclérose, la fibrose, tout ce qui est vieillissement, mais également on peut parler des maladies dégénératives comme le Parkinson, la maladie d'Alzheimer, le vieillissement, l'insuffisance rénale, tout ce qui dégénère, où il y a une perte d'élasticité, de plasticité de l'organe, et qui aboutit à une intoxication chronique et à une dégénérescence d'une manière générale. On peut penser aussi à l'autospongiose, à l'aride de la peau, on verra qui est comme l'aride de l'articulation dans l'arthrose, c'est-à-dire un processus dégénératif de vieillissement global, quel que soit l'organe et le tissu concerné. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi correspond l'unité microcirculatoire? L'unité microcirculatoire est constituée des micro-artérioles, des micro-vénules, ce qu'on appelle les capillaires, voire de la lymphe. C'est ce qui va directement au contact des cellules et qui est compartimenté par la circulation. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement de cette unité, il va y avoir progressivement un ralentissement circulatoire qui va entraîner ce qu'on appelle une hypoxie ou une anoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène des cellules. Il va y avoir progressivement une obstruction des capillaires. Il va y avoir des micronécroses vasculaires, de véritables asphyxies cellulaires qui vont aboutir à ce qu'on appelle des lésions micro-ischémiques
qui vont aboutir à de véritables micro-infarctus cellulaires silencieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes en fait, des cellules vont mourir progressivement et c'est le début de la pathologie. On entre dans une pathologie microcirculatoire qui est complètement silencieuse, à l'inverse des pathologies telles que les AVC, où vous avez des gros troncs artériels qui se bouchent et qui aboutissent à une perte d'autonomie d'un membre. Là, au contraire, au niveau de pathologies chroniques, on va y avoir ça va être de l'ordre du micron, et c'est quelque chose qui va se passer dans le temps, progressivement, sans qu'il y ait des signes cliniques, mais qui, au bout de plusieurs années, vont aboutir à la maladie, à cette pathologie microcirculatoire qui était longtemps silencieuse et qui, un jour, va déboucher sur une véritable pathologie avec une maladie et des symptômes au bout. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne l'unité neurologique ? L'unité neurologique est constituée des troncs nerveux, des nerfs, des filets nerveux qui transmettent la sensibilité, ce qu'on appelle la nociception. Lorsqu'il y a des altérations de cette unité, il va y avoir des pathologies qui sont des névralgies, donc des douleurs nerveuses, des neuropathies, des insuffisances dans la conduction de l'influx nerveux le long du nerf, ou des polynévrites, des altérations également dans la structure des nerfs qui peuvent entraîner aussi ce qu'on appelle des douleurs neurogènes, c'est-à-dire le nerf est comme un câble électrique qui va être dénudé et plus ou moins altéré dans son fonctionnement. Cela va entraîner ce qu'on appelle un déficit sensitivo-moteur, un déficit nerveux dans la transmission de l'influx nerveux, de la conduction électrique. C'est comme le nerf est un câble électrique et cette conduction va être altérée, donc il va y avoir un déficit sensitivo, c'est-à-dire de la sensibilité, ou moteur au niveau de la contraction du muscle, au niveau du mouvement, de la dynamique du mouvement. Pourriez-vous me dire quel type de pathologie rentre dans cette unité de compétence neurologique ? Alors, les nerfs peuvent être altérés par des compressions neurologiques, comme par exemple dans les sciatiques, dans les cruralgies, dans les névralgies d'Arnold, même dans les migraines. C'est un phénomène neurovasculaire qui comprime les nerfs et qui entraîne un spasme neurovasculaire, dans les névralgies faciales. Donc vous avez tous les mécanismes neurocompressifs où souvent il y a des contacts, des rapports entre le squelette et le nerf qui fait que le nerf est comprimé, comme par exemple également dans le canal lombaire étroit. Vous avez donc soit des douleurs, des déficits sensitifs, soit des déficits moteurs, c'est-à-dire on ne peut pas faire un mouvement, bouger la jambe. Deuxième possibilité, c'est que le nerf également peut être atteint dans sa structure, sur le plan structurel et fondamental, par des désordres métaboliques, comme dans le diabète par exemple, où l'élévation du taux de sucre entraîne une altération de la structure du nerf au niveau de sa gaine de myéline. Également, certains médicaments peuvent aussi abîmer les nerfs, tels que par exemple les antituberculeux, mais également certains neuroleptiques et la chimiothérapie anticancéreuse. Troisième élément dans lequel le nerf peut être atteint, il s'agit des maladies infectieuses, inflammatoires, telles que le zona. Et le virus a donc atteint le nerf, a détruit la gaine qui enveloppe le nerf. Et donc, c'est toutes ces pathologies qui peuvent altérer également donc, le fonctionnement du nerf. Il faut penser également aux maladies auto-immunes telles que les scléroses amyotrophiques ou les scléroses en plaques, sur lesquelles nous avons actuellement développé de la recherche là-dessus. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne l'unité immunologique ? Alors, il existe deux types d'immunité. L'immunité à médiation cellulaire et l'immunité à médiation humorale. L'immunité à médiation cellulaire est tout ce qui concerne les cellules, les tissus. Lorsque vous
piquer au niveau de la peau, c'est l'immunité cellulaire qui va réagir. L'immunité humorale, c'est l'immunité qui est transmise par les compartiments, les liquides circulants, tels que le sang et la lymphe. Donc ceci va également donc faire intervenir ce qu'on appelle les lymphocytes T et les lymphocytes B. Alors, lorsque cette unité immunologique est déficitaire, il va y avoir des pathologies inflammatoires ou infectieuses qui vont se greffer là-dessus. C'est toutes les maladies, tout à l'heure on a vu toutes les maladies qui finissaient par ose, et maintenant ce sont les maladies qui finissent par ITE, par exemple la rhinite, la sinusite, l'amygdalite, l'otite, la bronchite, les colites, les cystites à répétition, voire les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Là, il y a deux éléments dans les déficiences immunitaires. Vous avez d'abord un phénomène inflammatoire qui naît, c'est-à-dire une immuno-incompétence où le système immunitaire s'emballe pour rien parce qu'il n'arrive pas à gérer la situation lorsqu'il est agressé notamment par des virus, par des bactéries ou par un dysfonctionnement global. Il a une réaction d'hypersensibilité, d'hyperactivation sans qu'il puisse maîtriser la situation. Il n'arrive plus à ceinturer la situation au niveau immunitaire. Et de ce fait, de ce désordre, il va y avoir des fois des bactéries opportunistes qui vont profiter de la situation pour se greffer là-dessus, et on va aboutir à ce qu'on appelle l'infection. Donc au départ, vous avez trois stades. L'inflammation qui est stérile, mais il y a des désordres immunitaires dus à une immuno-incompétence, et ensuite vous avez éventuellement une surinfection bactérienne secondaire, voire peut-être aussi à l'extrême, peut-être une origine qui peut évoluer vers une tumeur du fait de désordre immunitaire. Pouvez-vous nous introduire à l'unité énergétique et nous expliquer comment elle fonctionne? Alors, l'unité énergétique est la synthèse globale de toutes les unités qu'on a vues précédemment. D'abord, l'unité fondamentale a de l'énergie au niveau cellulaire par les mouvements transioniques à travers les membranes, c'est-à-dire des petites charges hydroélectriques, des phénomènes de ce qu'on appelle la pompe à sodium, les ions sodium qui sont des ions positifs, les ions chlore qui sont des ions négatifs, les ions potassium qui sont des ions positifs. Donc ça, il existe une différence de potentiel intra- et extracellulaire qui déjà détermine une première unité d'énergie au niveau de l'unité de compétence fondamentale. Au niveau de l'unité de compétence circulatoire, ce sont de l'énergie qui circule dans des canaux, les canaux sanguins, les vaisseaux sanguins ou les canaux lymphatiques. Et là, c'est l'énergie cinétique qui est engendrée par le mouvement circulatoire. Au niveau de l'unité neurologique, cette fois-ci, c'est l'influx nerveux qui conduit le long des nerfs l'électricité qui donne les informations. Ça part du cerveau, ça passe par la moelle épinière, c'est relayé par ce qu'on appelle les plexus et ça va jusqu'au niveau des terminaisons nerveuses. Ensuite, les informations retournent à la moelle épinière, retournent au cerveau, et le cerveau va décharger, va donner des ordres de sécrétion d'hormones, de médiateurs chimiques en réaction de défense. Tout ça est également greffé sur ce qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire tous ces mouvements automatiques qui sont les battements du cœur, les sécrétions neuroendocriniennes, vont être excités par ce système nerveux autonome qui régit un équilibre strict et qui permet un équilibre réellement au niveau neuroendocrinien. Alors, s'il y a un dysfonctionnement de cet équilibre énergétique, on va aboutir à des blocages qui vont aboutir notamment sur le plan psycho-émotionnel lorsqu'on a, à la suite d'un stress, d'une anxiété, de la spasmophilie. On va avoir également des dérèglements neurovégétatifs qui vont entraîner des signes comme les spasmes. Il peut y avoir également, sur le plan de l'influence psycho-émotionnelle, des désordres
neuro-immunitaires qui vont entraîner des maladies, des dysthyroïdies, comme des maladies auto-immunes telles que la maladie d'Hashimoto. Il va y avoir également sur le plan neuro-endocrinien des dysfonctionnements qui vont entraîner des maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, voire le cancer. Tous ces dérèglements neuroénergétiques vont être le point de départ donc de maladies, soit des maladies énergétiques réellement, mais également au niveau de maladies neuro-immunitaires, comme on vient de le voir, ou neuro-endocriniennes, voire peut-être même des cancers. Merci Dr Guez pour cette présentation sur les 5 unités de compétences. Lorsqu'on veut en savoir plus sur l'hydrotomie percutanée à visée thérapeutique, on peut vous suivre sur le site officiel de votre association. Oui, effectivement, donc nous avons notre association internationale d'hydrotomie percutanée qui comprend de plus en plus d'adhérents au niveau français et international. Moi, j'exerce depuis 35 ans, je le rappelle, et donc je souhaite un développement, j'ai consacré ma vie au développement de cette technique, et je vois avec beaucoup de bonheur que beaucoup de jeunes maintenant s'intéressent à cette technique et la pratiquent, et je crois personnellement que c'est vraiment l'avenir de la médecine. Je vous remercie. Je vous invite également à suivre la série de vidéos qu'on prépare en compagnie du Dr Guez sur le site internet de l'ISSL, l'Institut Suisse de Santé et de Longévité, et gardons l'œil ouvert. Merci beaucoup.